Bien, bonjour. Le thème du concours national de la résistance et de la déportation, vous avez vu, c'est l'aide aux personnes pour chasser une forme de résistance. Je suis très heureux du thème de ce concours pour la raison suivante, parce que sur les résistants, c'était ceux qui, comme l'a dit Madame tout à l'heure, cachaient des aviateurs ou faisaient sauter des voies ferrées, etc. Mais il y a eu des milliers de gens qui, par un simple geste, ont tendu la main pour sauver quelqu'un, et c'est cette forme de résistance que j'évoquerai un peu dans la fin de mon récit. Simplement, je vais quand même essayer de cadrer la question. Moi, je suis une victime de la guerre 39-45. Il y a quelques jours, on a commémoré la journée internationale de la Shoah, pris comme symbole de la libération du camp d'Auschwitz par une unité de l'armée rouge le 27 janvier 1945. Journée instituée par les Nations Unies en mémoire des quelques 6 millions de Juifs assassinés par le régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale du XXe siècle, soit dans les camps d'extermination, soit par des fusillades lors de l'invasion allemande en Ukraine et en Russie. À la journée de recueillement et de souvenir à laquelle nous étions conviés, nous devions aussi évoquer la découverte par le monde de l'horreur des crimes nazis il y a 63 ans. Près de 1 100 000 victimes à Auschwitz, dont 90% de juifs, dont 22 membres de ma famille, 70 000 Polonais, 20 000 Tziganes, 15 000 Soviétiques, dont les premiers 600 gazés à l'automne de 1941. Comment cela a pu se produire? Il me semble nécessaire, avant de vous parler de ce qui m'est arrivé, de vous faire part de mon témoignage, d'évoquer l'antisémitisme, ses sources lointaines et ses manifestations dans l'Europe d'avant-guerre et ses conséquences suite à l'occupation allemande. 1895, début de l'affaire Dreyfus, on assiste à un déferlement de l'antisémitisme en France, le leader est Édouard Drummond. L'Europe d'avant-guerre. Après la guerre 14-18 qui vit la défaite de l'Allemagne et les conditions imposées par les vainqueurs, mal vécues par le peuple allemand, le terrain était propice par le marasme économique, le chômage, la division des forces démocratiques à la montée du nazisme, personnifié par Hitler, qui va exploiter ce climat. Après son coup d'État manqué de 1923, dans son livre Mein Kampf, il désigne les Juifs comme responsables et prône leur élimination d'Allemagne, ce qu'on a appelé Judenrein. À partir du 20 août 1941, sont arrêtés à Paris 4230 Juifs qui seront internés à Drancy. Un oncle, frère de mon père, coiffeur dans le 11e arrondissement, est arrêté ce jour-là. Enfin, le 12 décembre 1941, 743 Juifs sont arrêtés. Ce sont des Juifs, des notables français appartenant à des professions libérales, anciens combattants décorés de la guerre 14-18. La plupart seront internés à Compiègne et feront partie du premier convoi de déportation pour Auschwitz le 27 mars 1942. Un de mes oncles sera de ce convoi, porté décédé du typhus 2 mois plus tard selon les Allemands. 20 janvier 1942, conférence de Wannsee, non loin de Berlin dans une villa. Les hauts dignitaires nazis décident la solution des Juifs en Europe. Près de 2,5 millions de Juifs ont déjà été assassinés en Europe de l'Est lors de l'invasion de l'Ukraine et de la Russie. En France, d'autres mesures affectant les Juifs préfigurent le sort qui les attend. Juin 1941, suite à un décret-loi de Vichy signé Pétain et vu la loi sur la révision des naturalisations, 7 000 naturalisés perdront la naturalisation. Mon père, qui avait acquis la nationalité française en 1938, redevient polonais. Ma mère, mon frère et moi, tous trois nés en France, devenons apatrides, ce qui va faciliter notre arrestation le 16 juillet 1942. Février 1942, limitation des heures de sortie entre 20h et 6h du matin. Mars 1942, confiscation des postes de TSF et des bicyclettes. Je me rappelle que mon père avait apporté au commissariat un poste de TSF. On avait dû venir avec nos 2 bicyclettes. Mon frère, qui était plus âgé que moi, on lui a pris sa bicyclette. Moi, la mienne, elle n'avait que 550 de diamètre. On me l'a laissée. Juin 1942,
portent de l'étoile jaune dès l'âge de 6 ans, dont 2 exemplaires seront remis dans les commissariats contre des points textiles. Vous savez qu'à ce moment-là, on avait des cartes d'alimentation et des cartes de points textiles. Quand vous vouliez acheter un pull vert, il fallait donner un certain nombre de points, 10 points, 12 points. Et bien là, contre ces 2 étoiles, et je les ai apportées, je vous les montrerai, on a exigé 2 points textiles. Cette étoile doit être cousue sur la poitrine à gauche. Il n'est pas question qu'elle tienne avec des épingles, parce que sinon c'est l'arrestation. Enfin, 16 et 17 juillet 1942, à Paris et en banlieue proche, eut lieu la rafle dite du Veldiv. 13 152 juifs seront arrêtés, dont 4 115 enfants. Cette rafle fut organisée par le secrétaire général de la police française, René Bousquet. Je vous cite les consignes officielles du 12 juillet données aux gardiens et inspecteurs chargés de l'exécution. Les gardiens et inspecteurs sont responsables de l'exécution. Les opérations doivent être effectuées avec le maximum de rapidité, sans paroles inutiles et sans commentaires. Par contre, les agents doivent s'assurer que les compteurs à gaz et d'eau des appartements vidés de leurs occupants sont bien fermés. Les animaux domestiques seront remis aux concierges, ainsi que les clés des logements. Les enfants, par contre, ne pourront être confiés à des voisins, ils doivent être emmenés avec leurs parents. Le mercredi 15 juillet 1942, Alexis Valin, policier qui était notre voisin du dessus, vint nous prévenir que le lendemain, on allait arrêter les Juifs. Qui pouvait imaginer qu'on arrêterait les femmes et les enfants? Mon père, gazé de la guerre 14-18, réformé en 1939, malade ne pouvait pas croire qu'il pourrait être arrêté. Néanmoins, nous avons cherché à nous cacher. Nous étions amis avec un hôtelier en face de notre immeuble qui refusa de mettre à notre disposition une chambre pour une nuit. Un policier en uniforme et un inspecteur en civil venant d'un autre arrondissement vinrent nous arrêter à notre domicile dans le 4e arrondissement, non loin de la Bastille. Mes parents, mon frère Maurice âgé d'un peu plus de 16 ans et moi Jacques qui allait avoir 12 ans, quelques jours plus tard. Ma mère, forte femme, protesta. Nous sommes français, rien n'y fit. Le policier en uniforme indiquant que sur son ordre, nous étions toutes les 4 inscrits. Lors de l'arrestation d'une autre famille juive, une mère et son jeune fils âgé de 6 ans, quelques numéros plus loin dans notre rue, tandis que le policier en uniforme était dans l'immeuble, l'inspecteur en civil, cédant aux supplications de ma mère, accepta que je puisse m'enfuir. Quant à mon frère, il répondit qu'il ne connaissait pas son collègue, qu'il craignait sa réaction pour lui et que Maurice était âgé de plus de 16 ans. Ce policier avait-il eu pitié de mon jeune âge, ou son geste qui me sauva la vie était-il une forme de désapprobation des ordres qu'il devait appliquer? Emmené à Drancy, mon frère fut déporté le 19 juillet, mes parents le 22 juillet. Du train qui l'emmenait vers l'Est, Maurice jeta une lettre qui fut recueillie par Madame et Monsieur Caron de Fossois et transmise le même jour. Ce n'est que le 19 juillet 1990, soit 48 ans après, grâce à François-Xavier Estruc, que je ne connaissais pas, rencontré par hasard parmi une foule de 200 000 personnes défilant à Paris pour protester contre la profanation du cimetière de Carpentras, que je pus rencontrer Madame Caron et qu'à la commune de Fossois éleva une stèle commémorative avec une plaque sur laquelle on peut dire « Passant, souviens-toi », ici le 19 juillet 1942, Maurice Zélis, âgé de 16 ans, mort en déportation à Auschwitz, adressait un ultime courrier à son jeune frère, transmis grâce au courage de monsieur et de madame Caron de Fossois. Depuis le 19 juillet 90, 48 ans jour pour jour après le 19 juillet 42, où la lettre de mon frère fut recueillie, chaque année, le 16 juillet, a lieu à Fossois la commémoration de la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux justes. Cette stèle est le rendez-vous officiel depuis 1993 pour le sud de l'Aisne. Elle a été scellée de la main d'hommes comme Marcel Mercier, maire de Fossois, et François-Xavier Estruc, comme une valise lumineuse destinée à éclairer l'avenir, déclarait Dominique Jourdain lors d'une commémoration. Mon frère fut indiqué décédé le 28 septembre, ma mère 2 semaines après son entrée au camp et mon père 6 semaines après. Décédé n'est pas le mot approprié.
celui d'assassiner ou gazer est celui qui correspond certainement le mieux à la triste réalité. À partir du 19 juillet 1942, les convois se succéderont à raison de 3 par semaine, chacun de 1000 personnes. En 3 mois, 30 000 Juifs auront été ainsi déportés. Après le 16 juillet, il m'était impossible de retourner chez moi. Quelque temps après, les scellés étaient apposés sur l'appartement qui fut bientôt vidé de tous ses meubles. J'ai vécu les premiers temps chez ma grand-mère maternelle. Nous partagions son logement composé d'une chambre sans confort, puis chez une tante, sœur de ma mère. Poursuivant ma scolarité dans un CEG, il me fallait, tout en portant l'étoile, déjouer les raves dans la rue, éviter de prendre le métro, le dernier wagon des rames étant le seul autorisé aux Juifs. Les parcs, les cabines téléphoniques, les cinémas étaient interdits. Pour se ravitailler, l'horaire autorisé était de 16h à 17h. Il n'y avait plus rien à acheter à ce moment-là. Par 2 fois, j'échappe à un contrôle d'identité. Le premier dans une cantine populaire, le directeur s'étant porté garant de mon identité, bien que n'ayant pas de papier. La seconde fois, en 1944, après un bombardement allié qui fit des dégâts dans le 18e arrondissement, je fus appréhendé par un milicien et conduit au quart de police, le panier à salade comme on les appelait. Il m'avait dit « Hé, le petit Youpin, tu viens par là ». Celui-ci était déjà fermé, et le chauffeur, ne voulant pas le rouvrir, j'eus cette chance d'être relâché après avoir reçu un formidable coup de pied dans les reins, au point que je fis connaissance avec l'asphalte de la chaussée. En mai 1944, la police fit irruption chez ma tante pour perquisitionner et rechercher le fils qui était dans la résistance. À partir de cette date, nous avons entreposé des papiers et objets précieux chez une amie de ma tante qui était gardienne dans une école 40 boulevard Diderot dans le 12e arrondissement. Plus on avançait dans le temps, le débarquement avait déjà eu lieu le 6 juin 1944, il fallait être vigilant. Des rumeurs circulaient. Cette nuit, il y aura une rafale de missiles. Mais où aller se cacher? Il devenait terriblement dangereux de porter l'étoile. C'est alors que cette gardienne de cette école, Suzanne Poiré, me procura l'extrait de naissance de son neveu, né la même année que moi, de Jacques Zélis. Je devins Jean-Marie Augu, ce qui me permettait, selon les cas, de me déplacer. Le 11 juillet 1944, je quitte mon CEG à 16h30. Un camarade me propose de ne pas rentrer tout de suite, et c'est ainsi que j'arrive chez ma tante vers 18h. La concierge est devant sa loge et me dit « Mon pauvre petit, ils ont arrêté ta tante, ils t'ont attendu, ils viennent de partir. » Ce jour-là, je rejoins Vincennes où habitait une cousine, il était plus de 20h. Il me fallait me cacher dans les portes cochères pour éviter les patrouilles de la gendarmerie sur le cours de Vincennes. Il n'était plus question de retourner dans l'appartement de ma tante, les scellés ayant été apposés. Ma tante fut déportée par le convoi 77 du 31 juillet 1944, soit 19 jours avant la libération de Paris, à destination d'Auschwitz. Ce convoi qui comprenait aussi les 250 enfants arrêtés dans les centres d'hébergement entre le 21 et le 25 juillet 1944 par le chef nazi de Drancy, Alois Brunner lui-même. Je cite qu'il avait été arrêté à la pouponnière de Neuilly des enfants qui avaient 6 mois. Ma tante fit partie de la sélection à l'arrivée et gazée. Du train qui l'emmenait, ma tante réussit à jeter une lettre, comme celle que mon frère avait jetée du côté de Fossois, qui parvint chez Suzanne et à laquelle elle me recommandait chaudement. 76 000 Juifs seront déportés, moins de 2500 reviendront. Certes, la France n'avait pas inventé la solution finale des Juifs, mais à son niveau, elle y avait contribué en mettant à la disposition de l'occupant nazi la police et la gendarmerie française qui venaient arrêter les Juifs à leur domicile ou avec un certain zèle lors des rafles dans la rue en contrôlant leur identité. Crime de l'État français reconnu en juillet 1995 par le président Jacques Chirac. Heureusement, pour l'honneur de la France, il y eut des hommes et des femmes, ce qu'on nomme les justes, qui affronteront le danger d'être arrêtés, n'écoutant que leur courage, sauvèrent de nombreux Juifs, en premier lieu les enfants. Un mur en 2006 a été inauguré à Paris, le long du mémorial juif, qui détaille les noms, les prénoms des justes et le lieu où ils ont œuvré. On y trouve des cheminots,
des instituteurs, des médecins, des paysans, des ecclésiastiques, le village du Chambaud sur Lignon, soit 2693 noms. Par leurs actes, ils ont aidé, tendu la main et sauvé les Juifs pourchassés. Des milliers d'autres qui n'ont pas fait état de leur solidarité ne figureront jamais sur ce mur. Ainsi, ceux qui ont voulu apporter une aide à ma famille et à moi-même, Alexis Valin, le policier qui va nous prévenir de l'arrestation des Juifs, le policier qui, transgressant les ordres, me laissa m'échapper, Madame et Monsieur Caron qui, en me transmettant la lettre de mon frère, s'exposaient en mettant leur adresse de retour et par là même témoignaient de leur solidarité, le directeur de la cantine populaire, Suzanne Poiré, la concierge de l'école, qui exposait son neveu en me portant assistance. Tous ces hommes et ces femmes n'étaient pas des héros, mais par leurs actes individuels, leurs gestes spontanés, car il s'agit bien de spontanéité pour certains, ils ont montré une forme de résistance qu'il faut saluer, car dans la nuit noire de l'occupation, le courage n'appartenait qu'à une infime minorité. Je vous remercie. On va commencer ici. Est-ce que vous aviez peur? Et je comprends, parce que vous savez, bon, imaginez-vous, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai une photo qui a été prise en 1942. Vous savez, à ce moment-là, le photographe venait dans les écoles, on vous faisait asseoir sur un banc, puis il faisait la photo, et après on vendait la photo. J'ai une photo avec l'étoile. Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que du jour au lendemain d'être marqué comme ça. Je dois dire que mes condisciples à l'école, il y avait une certaine indifférence. Bon, il n'y a pas eu de, disons, je n'ai pas été l'objet, disons, de choses contre moi, mais enfin une espèce d'indifférence. Au début, on a dit, ah tiens, il a une étoile juive, et puis c'est tout. Bon. Mais vous savez, le problème, c'était que lorsque je quittais l'école et que je rentrais à mon domicile, il suffisait qu'il y ait un cordon de policiers qui, tout d'un coup, barre la rue et demande des papiers, et vous étiez embarqués. On vivait tout le temps dans cette peur d'être arrêté et d'être là au mauvais moment. Je me souviens un jour, j'avais pris le métro, et je veillais bien à prendre le métro, le dernier wagon, parce qu'il était le seul réservé aux Juifs, vous voyez, c'est comme ça. Hein. Eh bien, je descends donc à la Nation, et qu'est-ce que je vois? Un cordon de policiers français qui demandent des papiers. J'étais sur le quai. Vous imaginez, j'avais pas de papier. Et j'avais mon étoile juive. Ça voulait dire que j'étais immédiatement arrêté et envoyé à Drancy et déporté. Bon, ben alors, hop, je change de quai, je prends une correspondance en espérant qu'à la sortie de l'autre correspondance, il n'y aura pas un cordon de police. On vivait toujours dans... Et en plus, vous savez, les rafles ont continué sans arrêt jusqu'en 1944. Donc on ne pouvait pas savoir. Les rumeurs circulaient, oui, cette nuit, il va y avoir une rafle. Mais où aller se cacher? Donc on vivait dans une peur constante. Que retenez-vous de cette époque? Vous savez, ce qu'on retient, c'est difficile à dire. Bon, comme je vous l'ai dit, tout le monde n'était pas résistant. Vous savez, actuellement, il y a une tendance, c'est dans l'air du temps, à dire que tout le monde a résisté. C'est pas vrai. Ceux qui résistaient, c'était des gens courageux. Et c'était d'autant plus, excusez du mot que je vais utiliser, méritoire, c'est qu'ils mettaient leur vie en danger alors qu'on ne leur demandait rien. Comme l'a dit madame tout à l'heure, on ne lui demandait pas de sauver des pilotes. Mais en sauvant des pilotes, ça veut dire que si elle avait été prise, ça voulait dire Buchenwald et la mort. Donc, dans cette époque, il y a eu des gens courageux, mais disons, la grande majorité était plus préoccupée par les questions de ravitaillement, de savoir comment on allait manger, comment on allait trouver du beurre au marché noir, etc. C'était un peu ça. Hein. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Pétain avait réussi à tromper toute la population française, puisqu'il est apparu au lendemain du désastre, il a dit « je suis le sauveur de la France ». D'ailleurs, il y avait la chanson « Maréchal, nous voilà », etc. Le sauveur de la France. Donc, il y a eu une entreprise d'intoxication énorme, énorme. Hein, et beaucoup de gens pensaient que, dans le fond, c'est lui qui allait, dans le fond. Alors qu'il a été non seulement l'instrument, mais il a été l'acteur, disons, de ces mesures antisémites. Par exemple, concernant les Juifs, on ne lui en avait pas demandé tant. Je vous donnerai un exemple, par exemple. Lorsqu'on a arrêté les Juifs, la question s'est posée des enfants. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Les Allemands n'étaient pas pour qu'on arrête les enfants.
Et c'est Laval qui était dans le fond le premier ministre de Pétain. Il a dit, ah non, les enfants, il faut les emmener, il ne faut surtout pas qu'ils partent avec les parents. Vous voyez, donc, il y avait je veux dire, un climat ambiant qui était de favoriser ce genre de choses. Une question ici. Est-ce qu'il y avait des associations qui aidaient les enfants juifs? Oui, oui. D'ailleurs, vous aurez bientôt l'occasion de voir un film que j'ai vu lundi pour la Journée internationale de la Shoah sur le thème la résistance contre la Shoah, et vous verrez qu'il y avait des associations dont le comité AMLO, alors donc des associations juives, des associations protestantes, des associations catholiques. Il y a eu l'appel de Monseigneur Théas et un autre ecclésiaste à Toulouse, Monseigneur, je me souviens plus du nom, qui ont organisé la fuite des enfants vers la Suisse. Non, il y a eu énormément de choses faites pour sauver les enfants. Hein. Monseigneur Saliège. Voilà, Saliège, le cardinal Saliège, qui a fait un discours en chair, et il a dit « France, tu perds ton âme », etc. Et ça a été repris, et parce qu'au début, lorsqu'on a arrêté les Juifs, à partir du 16 juillet 1942, bon, il n'y a pas eu de réaction immédiate. Et puis petit à petit, les rafles se sont succédés, et il y a eu une prise de position de l'Église catholique, et qui, dans le fond, a voulu s'opposer. Il y a eu la CIMAD, le pasteur Böckner, tous ces gens-là ont organisé des réseaux de sauvetage des enfants. Bon, vous avez pris connaissance certainement de l'épisode de la maison d'Isieux. Hein, donc, il y a eu un sauvetage. Et notamment, là, je parlais tout à l'heure de Gurs, à Gurs où ont été internés, disons, des juifs et des communistes allemands par le gouvernement français, des gens qui avaient pensé trouver refuge en France. La CIMAD s'est employée à enlever les enfants des parents. Vous verrez dans ce film, qui est dans le fond des images d'époque, les parents qui s'opposent à ce qu'on leur prenne les enfants, et les gens de la CIMAD, qui était un mouvement protestant, qui disaient non, donnez-nous vos enfants, c'est le seul moyen de les sauver. Donc il y a eu une chaîne de solidarité hein, énorme. Est-ce que vous ressentez la rage avec ce qui s'est passé? Non, je vais vous dire une chose. Moi je pense que tout est une affaire d'éducation. Pourquoi j'ai fait ce rappel de l'antisémitisme aussi lointain? Parce que finalement, la conséquence, ça a été Auschwitz. Bon, eh bien, je crois que dans le domaine de l'éducation, les choses sont faites, et il y a énormément de choses. Et puis, je crois qu'il faut élargir le débat. Le débat, il doit être contre l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie, l'islamophobie. C'est un combat beaucoup plus large, hein.